heureuse de vous retrouver aujourd'hui en Nord-Vendée et plus précisément à Mortagne-sur-Sèvre, une ville située entre Lavéry et Cholet. Ce territoire conserve un riche patrimoine environnemental, essentiellement composé de collines, de chemins creux, mais aussi de cours d'eau, dont la rivière la Sèvre nantaise. C'est ici que se situent les jardins de la Cure, des jardins aménagés en terrasse, des jardins entièrement créés en 2012. Bienvenue au jardin. Bonjour Olivier. Voilà, bonjour Marion et bienvenue à Mortagne-sur-Sèvre. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Où sommes-nous, Olivier ? Donc ici, nous allons visiter les jardins de la Cure. Mais avant, il faut bien vous préciser que nous sommes dans le centre même de Mortagne. Oui. Nous sommes tout proche de l'église et en face, nous avons le presbytère. Donc ce grand bâtiment que vous pouvez voir alors, juste derrière nous, il a une histoire quand même très ancienne puisqu'il est pratiquement aux origines de Mortagne. Ici, habitait le sénéchal qui administrait la baronnie de Mortagne. Le seigneur, le baron, habitait le château. Le sénéchal habitait ici, en ville. Puis, au fil des siècles, cette propriété va accueillir des personnages illustres, et entre autres Corneille, le tragédien, qui sera venu et qui passera à Mortagne et dans ce bâtiment-là. Et puis après, par la suite, Georges Clemenceau viendra aussi à Mortagne, puisque sa famille était propriétaire du bâtiment. Et c'est simplement en 1906, après la séparation de l'Église et de l'État, que la famille Boutillier fait don de ce bâtiment à la paroisse. Et c'est toujours actuellement la Cure de Mortagne. Et dès les origines, dès l'époque du sénéchal, nous avons un bâtiment, une cour, un jardin. Alors nous avons le bâtiment, à côté nous avions toutes les dépendances, la buanderie, les écuries et puis tous les bâtiments qui correspondaient à l'administration de ce bâtiment-là. Et à l'arrière, il y avait des jardins. Alors des jardins qui étaient à l'époque défensifs. C'était les remparts de Mortagne, les tours de Mortagne qui se trouvaient ici jusqu'à la Révolution française. D'accord, donc c'est-à-dire que cet espace que nous allons découvrir faisait partie de l'ensemble castral de Mortagne. C'était la ville fortifiée de Mortagne. Olivier, vous avez accepté de nous faire découvrir ces jardins de la Cure ? Avec grand plaisir. Allons-y, je suis. On y va. Olivier, quelles seraient les premières mentions de ce jardin ? Du site en lui-même, c'est le XIIe siècle. Parce qu'on a les bases sont du XIIe siècle et dessus on va aménager. Alors ce jardin s'est aménagé surtout dans les années 1850-1860. On est en plein 19e siècle. En plein 19e siècle, c'est la mode, il faut refaire ces jardins. Et il y a une particularité à Mortagne, c'est qu'on est quand même une ville où alors l'industrie du textile était très importante. Il y avait des tissages en bord de Sèvre. Et dans les années 1860, c'est la période de la guerre de sécession aux États-Unis. Le coton n'arrivant pas, ou difficile de le faire venir en France, on avait des ouvriers qui n'avaient pas de travail. Ils étaient payés à la tâche, pas de travail, pas de salaire. Alors en contrepartie, eh bien, les propriétaires, qui étaient aussi propriétaires des industries du textile, ont fait travailler les ouvriers sur leur propre propriété de façon à leur verser un salaire. Et c'est comme ça qu'on a eu l'aménagement des jardins de la Cure et l'aménagement de différents sites dans Mortagne autrement. Alors comment se dessine aujourd'hui ces jardins de la Cure ? Parce que là, on voit qu'on vient de descendre quelques marches. Oui. On est sur un jardin en terrasse ? Alors on est sur un jardin en terrasse, on va avoir 4 terrasses successives qui vont se succéder. Telles qu'elles ont été conçues à l'époque, elles ont été refaites exactement dans le même esprit. Là, on a un jardin plutôt agréable, un jardin un petit peu de repos, en fin de compte, tout simplement. Puis après, on va descendre sur un jardin beaucoup plus pratique, qui sera un jardin potager. Et puis la dernière terrasse, après, derrière, qui va être un jardin où là, on va profiter de la vue. Et là, on pouvait recevoir des amis, on pouvait organiser des manifestations. Et on avait une partie de jardin un peu plus bas, où c'était des fruitiers, de la vigne qui étaient plantés de façon à avoir le côté du soleil, on est en plein ouest, donc ce côté agréable aussi. Mais ça a toujours été conçu dans le cadre d'avoir un cadre qui soit agréable à vivre, un cadre qui corresponde aux différentes propriétés que l'on a au-dessus. Oui. Et puis finalement, vous avez conservé cette valeur de l'époque, c'est-à-dire une terrasse, une fonction. On a conservé ce qui avait été décidé à l'époque, oui. Exactement, ça a été reconstitué tel que ça avait été voulu, en fin de compte. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, en fin de compte. On peut dire que les jardins de la Cure, en fin de compte, c'est un belvédère total sur la vallée de la Sèvre. On découvre tous les paysages et on va les découvrir ensemble. Et vous allez on voir. continue justement. Oui. Olivier, aujourd'hui, ce jardin donc, est propriété de la ville de Mortagne. Oui, la ville de Mortagne s'est portée à cœur de l'ensemble du site, donc elle avait racheté à la paroisse, et en 2012, ça a été réaménagé, et comme on le disait, dans l'esprit d'origine, pour en faire un parc public, en fin de compte, et un parc, on va dire, qui est très apprécié des Mortagnais, oui. Et très fréquenté même. Bien sûr, pas facile comme dossier pour une municipalité au départ, voilà, de lancer ce projet. Comment on fait ? On se fait accompagner, on fait appel à des spécialistes ? Quand on a des projets comme ça aussi importants, on a toujours besoin des conseils de tout le monde en fin de compte. Et puis après, il faut s'orienter par des personnes qui ont la capacité, qui ont la connaissance et avec qui on a des liens relativement faciles. Pour nous, pour la Vendée, c'est le CAUE automatiquement. Pour tout ce qui est c'est des spécialistes qui s'agrémentent aussi pour l'aménagement urbain et ça correspondait tout à fait. Vous avez vu, on est dans le centre de Mortagne et on est pratiquement en pleine campagne. Comme on disait, Mortagne est une petite cité de caractère, mais c'est une petite cité de caractère, on valorise son patrimoine bâti.
Mais le plus bel écrin pour valoriser ce patrimoine bâti, c'est le patrimoine paysager. Mais c'est ça. Quand on voit le patrimoine paysager, c'est l'idéal. Est-ce que vous acceptez désormais de nous conduire jusqu'à la personne qui se charge de l'entretien de ce jardin? Ah mais bien sûr, avec grand plaisir, parce qu'il faut un travail remarquable, parce que ce jardin est beau, mais il faut savoir l'entretenir et ça demande quand même beaucoup de temps à y passer et surtout beaucoup de connaissances à y apporter. Exactement. Ouais. Alors bien sûr, pas de problème. On va aller à la rencontre de Yannick. Merci. Avant de poursuivre, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. En Vendée, il y a 4 grands types de paysages. Il y a le littoral, les marais, la plaine et le bocage. J'habite dans le haut-bocage vendéen. Je vais donc vous décrire cette facette de la Vendée. Le haut-bocage vendéen est caractérisé par ses paysages vallonnés, ses prairies, ses zones humides et ses haies bocagères. La haie bocagère est l'un des éléments les plus représentatifs du haut-bocage vendéen. Elle est utile pour la préservation des sols, la préservation de la biodiversité, grâce à ses corridors écologiques pour la faune. Parmi les espèces que l'on retrouve, il y a l'aubépine, arbuste particulièrement commun du haut-bocage vendéen, mais il y a aussi les chênes pédonculés qui surplombent ces haies, offrant un habitat pour les espèces végétales et animales. Nous retrouvons aussi du noisetier, du charme et de l'érable champêtre. Le haut-bocage offre également de vastes prairies et landes où une flore variée s'y retrouve parfaitement. Dans les landes, la bruyère cendrée, avec ses fleurs violacées, offre un registre de couleurs en été. Dans les prairies, on peut aussi reconnaître l'orchibouffon, qui est une orchidée avec ses fleurs violacées, qui nous offre aussi un registre de couleurs variées. Ces espèces sont très importantes pour l'habitat des oiseaux et insectes. Les zones humides et les ruisseaux dans le haut-bocage sont des zones riches en biodiversité. Les aulnes et les saules que nous rencontrons auprès de ces berges servent à les stabiliser. On peut aussi voir l'iris des marais, qui est une plante typique de ces zones humides, avec sa grande fleur jaune au printemps. Ces espaces humides sont des zones très importantes pour la biodiversité et pour de nombreuses espèces. Protéger ces endroits nous permet de préserver notre patrimoine naturel et de lutter contre l'érosion des sols et de la biodiversité. Alors prenons soin de protéger cette nature pour que nos générations futures puissent elles aussi profiter de ces paysages uniques. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous acceptez de nous faire découvrir votre jardin? Oui, à votre pas de manière? problème. Oui. On vous suit alors? Oui, pas de souci. Au revoir Olivier. Au revoir. Yannick, merci d'avoir accepté de nous accueillir. Vous êtes là depuis plus d'une dizaine d'années. Ah oui, moi je suis sur la commune depuis 38 ans. Voilà. Des décennies. Vous avez vu la création de ce jardin surtout? Voilà, oui, il y a 12 ans. Comment il évolue ce jardin? Ce jardin, il évolue pas trop mal. Les plantes résistent bien. On a les méthodes qui changent un peu d'entretien par rapport aux nouvelles normes. C'est-à-dire comme le zéro phyto. Donc ça, on a mis en place pratiquement dès le départ dans ce jardin. Et il a fallu qu'on s'adapte à toutes les herbes indésirables qu'on trouvait, que nous on trouvait indésirables. Oui, bien sûr. Maintenant, on est en train maintenant qu'on apprivoise et on essaye de les mettre en valeur. Comme quelle plante, par exemple? Comme la bourrache, par exemple. Bourrache. La bourrache, il y a le coquelicot. Sur les murs, à une certaine période, les murs, ils se couvrent de coquelicots. C'est splendide. C'est splendide. Mais effectivement, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Enfin, non, avant, il fallait que ce soit propre. Les murs, on les nettoyait entièrement. Il ne fallait rien qu'il y ait dessus. Les allées, il fallait que ce soit... Nickel. Pas un brin d'herbe bien découpé. Exactement. Tout ça, des massifs, c'est pareil. Il fallait tout désherber. Maintenant, ça devient compliqué parce que déjà, il faut du personnel. Donc, il faut qu'on adapte le temps d'entretien. Donc, la meilleure manière de s'adapter, Yannick, ce serait donc de laisser ces plantes pousser. De les apprivoiser, c'est de les laisser pousser, mais sans non plus se laisser déborder. Et de conserver vraiment celles qui nous intéressent. Qui ont un fleurissement, voilà. Et on essaie de trier. C'est pas facile. On commence juste, nous, et c'est bon. Est-ce que la jeune génération... Les gens s'adaptent. Est-ce que la nouvelle génération, la jeune génération qui arrive dans votre équipe, vous apporte justement de nouvelles choses, vous apporte des solutions, un regard tout autre? Pas énormément, parce que dans les écoles, on ne l'apprend pas encore. C'est pas encore rentré dans les... Ça commence, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs, quoi. Donc c'est une force d'adaptation énorme pour vous, pour votre métier. Oui. Ouais. Les communes, on est quand même la vitrine de Mortagne. Pour nous, c'est Mortagne.
c'est la vitrine et il faut qu'on montre ce qui peut se faire, ce qu'on peut garder, conserver. Et donner envie. Et donner envie aussi aux gens de s'adapter à ces nouvelles méthodes, quoi. Alors, une sacrée mission, une belle mission, mais une mission difficile. Ouais, c'est une mission assez compliquée parce que les gens ne sont pas habitués. Il faut déjà que les gens s'habituent à ce type d'entretien. Ouais. On n'a pas été appris comme ça. Beaucoup de générations, voilà, on a connu l'arrivée des produits phytosanitaires. Maintenant, on les a supprimés. Il faut vraiment s'adapter, c'est compliqué. On avait surtout appris à faire avec. Et du jour au lendemain, voilà. Il faut faire ça. Nous, on a quand même commencé il y a une vingtaine d'années à réduire les produits phytosanitaires. Je pense que c'était bien, comme ça les gens se sont habitués petit à petit. Et on a réussi à... Voilà, les gens se sont adaptés, que ce soit dans les parcs, dans les rues. Ouais. On passe sur la partie basse, Yannick ? Je vous suis. Ouais. Il est désormais temps de retrouver Olivier pour une histoire de jardin. Pour cette histoire de jardin, nous allons découvrir comment une rencontre amoureuse peut donner naissance à un parc. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui du parc oriental de Maulévrier, dans les Mauges. Le château de Maulévrier a été acheté par un industriel du tissage choletais en 1893, un certain monsieur Bergère. Il fait appel à un architecte parisien, Alexandre Marcel, épris d'orientalisme, pour l'aménagement, semble-t-il, de l'intérieur du château. Alexandre Marcel tombe amoureux de la fille du commanditaire, se marie en 1899 et, devenant le gendre du commanditaire, va aménager un parc d'inspiration extrême-orientale qui, semble-t-il, n'était pas la commande initiale. Ce parc est conçu comme un parcours de promenade autour d'un étang central, ponctué d'îles tout à fait originales. L'eau a une dimension très symbolique. Elle illustre les métamorphoses de la vie de l'homme, depuis l'enfance, l'adolescence, la vie, jusqu'à la vie au-delà de la vie. Ce parc est conçu comme une déambulation à travers des références philosophiques, culturelles, empruntées à l'Extrême-Orient. C'est une promenade fantastique, à la fois horticole, mais également sensible, intellectuelle, subtile. Un parc incroyable, peut-être dû à une rencontre amoureuse. Yannick, ce qui est génial ici, je trouve, c'est que pour moi, en tout cas, le jardin, c'est l'éveil des sens. Alors, au jardin de la Cure, la vue, bien évidemment, l'ouïe, parce qu'on voit qu'il y a des bassins un petit peu partout. Le parfum, l'odorat avec toutes ces plantes. Avec les glycines. C'était un choix dès le départ d'associer tous ces éléments. Oui. C'était un choix, il fallait conserver déjà tout le circuit d'eau. Il y a un circuit d'eau, l'eau vient des jardins privés qui sont juste au-dessus. Et après, il coule dans le bassin supérieur et ils reviennent ici. Il recoule là et après, ça s'en va dans le coteau. Dans le coteau, voilà. Directement. Directement. Il n'y a pas d'autres bassins après celui-là. Donc, ce qui fait que tout ce jardin est merveilleusement bien irrigué. Oui. Avec toute l'eau qui est présente. C'est-à-dire qu'au moment de forte chaleur, des sécheresses, pour vous, ça c'est... Oui, alors on n'a pas énormément d'eau quand même. Quand même. Ouais, on a un puits qui se trouve dans le potager, qui sert à arroser tout le potager et qui sert aussi à arroser les rosiers et quelques massifs. Mais parce que ça aussi, on limite. Ça aussi pour vous, c'est une nouvelle problématique en fait, ce réchauffement climatique. Oui, il faut choisir maintenant les plantes par rapport au réchauffement climatique. Donc on essaye nous, on a une palette végétale en gros, et on sait celle qui résiste, celle qui ne résiste pas. Ici, ça a été conçu par Madame Maguero, Anne Maguero, l'architecte, paysagiste. Et c'est elle qui avait fait le choix des végétaux par rapport au jardin. Ils ont tous pris, ce sont tous des... Oui, pratiquement. Ouais. Pratiquement tout a pris. Là, le souci qu'on a juste retrouvé sur certaines plantes, c'est avec le paillage. Il y a des plantes qui ne supportent pas. Donc voilà, il faut les changer, on met autre chose. Est-ce que c'est un choix aussi de Mme Maguero? Parce qu'en fait, on voit bien que ce jardin, il est inséré, comme disait Olivier tout à l'heure, dans un écran végétal. Oui. On peut voir ce magnifique chêne vert qui est en bas. Tout le coteau qui est planté. C'était vraiment un souhait de conserver toutes ces espèces. Oui. Vraiment, tout ce qui était remarquable ici, tout a été conservé. À l'entrée des jardins, les camélias, les ifs, tout ça, c'était déjà existant. On a conservé le maximum qu'on pouvait.
Vous, aujourd'hui, Yannick, donc on voit bien, 12 ans pour ce jardin, une trentaine d'années ici à Mortagne. Est-ce que vous avez des projets pour cet endroit? Est-ce que c'est le premier projet déjà, c'est de le maintenir? C'est déjà, oui, de le maintenir. Il faut le maintenir déjà dans son état. Le transmettre. Dans son état, le transmettre. Au maximum. Au maximum, avec comme je vous disais tout à l'heure, avec les nouvelles méthodes d'entretien. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple. Déjà, ça... Voilà. Ouais, c'est assez compliqué. C'est compliqué et c'est important. Mais c'est important, et pour nous, c'est intéressant aussi. Parce que ça permet de changer aussi. En gros, on change de métier, quoi. On change de métier, ça c'est intéressant. C'est que vous gardez toute l'âme de votre métier, mais il faut toujours s'adapter, toujours avec l'évolution. Et observer. Observer la nature. Bien sûr. Au maximum. Avec le dérèglement climatique. Exactement. Il faut s'adapter à ça. Nous, par ici, notre région, ça va, on est un peu épargné quand même, mais on a quand même les fortes chaleurs. Bien sûr, les tempêtes, de plus en plus également. De plus en plus. Les arbres, oui. Merci beaucoup Yannick. En tout cas, bon courage merci. pour tout. Merci. Puis peut-être à bientôt, on viendra peut-être revoir les coquelicots un jour. Ce sera avec plaisir en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Partez vite découvrir ce jardin de la Cure, un ensemble labellisé Beau Jardin, un ensemble surtout propice à la contemplation et à la découverte. Propriété de la ville de Mortagne, ces jardins sont ouverts toute l'année. La ville y organise aussi quelques expositions. Alors, je vous souhaite de très belles découvertes et je vous donne surtout rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.